Bonjour Alain Mérieux. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien aujourd'hui à Biovision à Lyon. Alors vous représentez Biomérieux. C'est quoi l'implication, le rôle de Biomérieux? Le rôle de Biomérieux, il est encore en amont de la vaccination, c'est-à-dire dans le diagnostic en particulier des maladies infectieuses et les prendre à un moment où on peut ensuite agir par la thérapeutique ou la vaccination. Alors justement, est-ce que Biomérieux a encore une activité dans la branche vaccinale? Nous avons des activités dans les vaccins thérapeutiques à Transgène, qui est une filiale de l'Institut Mérieux, qui a Biomérieux, Nutriscience pour l'alimentation, et Transgène pour les recherches en vaccination thérapeutique, soit en maladies infectieuses, soit en oncologie. Alors sur la vaccination, j'aurais une question un peu plus précise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons on continue à utiliser des adjuvants suspects, on va dire à base d'aluminium, alors que le phosphate de calcium n'entraîne a priori aucun effet secondaire? Oui, alors là, il y a toute une controverse. D'abord, moi j'étais dans les vaccins toute ma vie jusqu'en 93. Depuis, j'ai quitté dans le diagnostic. Mais il y a beaucoup de controverses et beaucoup de fausses vérités qui s'annoncent. C'est pour ça que c'était l'occasion aujourd'hui. Voilà, donc moi-même, qui n'avais pas droit à la parole quand j'étais petit, ai servi de phase 1 et de phase 2 pour toutes les vaccinations familiales. Donc, et depuis, quand j'étais président de l'Institut Mérieux, de Pasteur Mérieux-Connaught, j'ai toujours tenu à être le premier de vacciner contre tous les vaccins, avant même qu'il aille en phase 1. Donc j'ai donc une grande mémoire immunitaire qui se promène dans mon organisme. La vaccination et les adjuvants ont prouvé, je dirais, leur activité, leur action, leur efficacité. Alors qu'il y ait quelques petits effets secondaires, je veux bien le croire, et j'ai la chance, enfin, je voyage beaucoup à travers le monde, et je vais dans des pays où il n'y a plus de vaccination à cause de la guerre, à cause du terrorisme. Toutes ces personnes qui disent que justement la vaccination a des effets indésirables, il y a quand même beaucoup de recherches, il y a des témoignages de patients. Vous leur dites quoi, ces gens-là? Je dis à ces gens qu'il faut d'abord garder raison, c'est-à-dire étudier calmement, cas par cas, ce qui se passe. Je crois, lisant un petit peu la presse, qu'il y a des problèmes pour l'hépatite. On a accusé l'hépatite de donner la sclérose en plaques, je pense que ça n'a pas été prouvé quand même. On a accusé beaucoup de vaccinations qui sont aujourd'hui, quand elles ne couvrent pas la vaccination. Vous avez des retours sur la coqueluche, par exemple, et la rougeole, qui sont gravissimes à terme. Donc je crois qu'il faut arrêter de critiquer systématiquement quelque chose qui, dans le pays de M. Pasteur, a apporté mondialement une couverture vaccinale qui a prouvé son effet dans toutes ces maladies excessivement graves. Moi-même, quand j'ai commencé ma vie hospitalière, c'était en 1959, à l'hôpital de la Croix-Rousse, et le service des infectieux, c'était essentiellement des enfants qui avaient la polio. Et quand vous avez vu ça une fois dans votre vie, vous ne posez plus de questions sur la vaccination. Alors qu'il y ait certaines vaccinations, certains adjuvants qui ont eu des effets secondaires, c'est regrettable, on est là pour travailler, discuter et améliorer les vaccins. Il y a une amélioration permanente dans les process de fabrication de vaccins. Et le premier objectif, je dirais, c'est l'absence de réaction secondaire, c'est une évidence. Donc c'est absolument indispensable de continuer à travailler sur certains vaccins qui ont pu poser des problèmes, mais je ne sais pas si scientifiquement ça a vraiment été véritablement démontré. Il y a un ouvrage qui est sorti du professeur Romain Gherardi, Toxistory, peut-être vous en avez eu connaissance, qui justement parle de cette injection intramusculaire avec l'aluminium, bien sûr, qui aurait le lien avec un développement de pathologie sur le système nerveux. Est-ce que vous en avez eu connaissance? J'ai eu connaissance de ces actions. Je suis pour l'instant très sceptique. Alors sinon je devrais, enfin je sais pas, mon état général vous démontre. Moi j'interroge, je pose des questions, j'entends les deux sons de cloche. Moi je peux vous parler essentiellement, ce que je connais bien, c'est mon cas, oui, où j'ai reçu tous les vaccins de la Terre, à bulte raison, et neurologiquement je ne sais pas où j'en suis, enfin, j'ai pas l'impression d'avoir eu des effets secondaires terribles, mais encore une fois, je ne porte pas le jugement de fond sur l'ensemble. Est-ce qu'une avancée en cancérologie et en immunologie peut faire avancer un jour la thérapeutique anti-infectieuse? Est-ce que c'est possible? Écoutez, aujourd'hui, il y a par exemple, nous avons par exemple à Transgène, nous avons un vaccin thérapeutique contre l'hépatite B qui va rentrer en clinique. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, le bouleversement de la science, en particulier dans le domaine de l'immunothérapie et de la biologie, est tel
que des perspectives sont ouvertes aujourd'hui, tant en matière d'infectiologie qu'en matière de cancérologie. Je suis persuadé depuis longtemps que la biologie au sens large du terme est certainement la réponse à énormément de problèmes de pathologies encore non traitées. Vous avez en plus tout l'exemple fabuleux de la terre inconnue, la terra incognita que représente le microbiote. Et c'est absolument où on trouve aujourd'hui, de façon à peu près certaine, des liens entre certaines bactéries manquantes et les développements de certains types de cancers, que l'on trouve certaines bactéries qui pourraient être liées à des maladies neurologiques comme l'autisme par exemple. Donc on est véritablement à une époque où l'espace de découverte va être excessivement grandissant. Oui, et puis concernant l'autisme, j'ai eu la chance d'interviewer le professeur Montagnier qui nous dit que justement on est à un carrefour effectivement de recherche, c'est une maladie multifactorielle. Donc c'est vrai que tout s'interroge. Moi je m'interroge aussi pour mes internautes en disant quelle est la meilleure solution, pas qu'y croire, mais où aller. Mais la meilleure solution, je pense, encore une fois, je ne tiens pas la vérité, loin de là. Non, mais on est là pour débattre. Non, et on est là pour débattre, et je pense que par exemple, je vais très souvent en Chine, oui. Et je pense qu'il y a une complémentarité entre notre médecine occidentale et la médecine chinoise. Oui. Il n'y a pas d'opposition. C'est ça. Il y a une complémentarité. Et qu'il y a certaines médecines, l'acupuncture par exemple, qui est très chinoise, mais certains traitements à partir de phytothérapie, comme c'est le cas de toute la médecine indienne. Moi, je ne jette pas la pierre, là, loin de là. Donc Biomérieux ne s'oppose pas à la médecine alternative. C'est complémentaire. Mais je pense que la médecine, quand je vais dans ces pays, je peux vous dire que l'effort qui est fait en Inde et en Chine sur la vaccination en particulier, c'est primordial pour eux. Donc eux ne rejettent pas, au contraire, ils ont besoin de notre approche médecine occidentale, mais ils continuent à regarder et à développer scientifiquement et médicalement leurs vieilles thérapeutiques qui ont quelques siècles d'âge et qui sont, pour la majorité, à base de plantes. Votre branche diagnostic représente un élément fondamental dans votre activité au quotidien, comme j'ai pu le voir. Pouvons-nous nous attendre à quelques innovations marquantes dans un proche avenir? Je pense que dans le diagnostic, en particulier, moi je suis né dans la maladie infectieuse, mon grand-père était avec M. Pasteur, je suis né là-dedans, et donc on est très spécialisé dans les maladies infectieuses, et aujourd'hui nous travaillons sur des approches qui sont syndromiques, c'est-à-dire avec des panels de réponses à diagnostic très rapides, en moins d'une heure, pour apporter une réponse sur l'étiologie d'une atteinte pulmonaire, gastro-intestinale, urogénitale ou autre. Et je crois que c'est l'idée de plus en plus, c'est que nous aurons en diagnostic des grandes plateformes industrielles presque de diagnostic, et puis le point of care, c'est-à-dire le point auprès des patients, avec des réponses très rapides, qui est en particulier la réponse pour les pays émergents. C'est quoi votre constat sur la santé en 2017 ou la médecine en 2017 ? Moi, je pense qu'elle est en plein bouleversement. Nous sommes en plein bouleversement. Les hôpitaux vont être également transformés. Il y a aujourd'hui une telle accélération de la science et de la technologie qu'on est tous en train, je vois tous mes amis qui sont dans les hôpitaux, on suit absolument ce qui se passe. C'est fabuleux. Moi j'ai une prothèse du genou métallique, on m'a fait, le chirurgien me dit, moi je regrette, dans 20 ans, ça sera des cellules embryonnaires que je vous mettrai dans votre genou, qui vont faire du cartilage, produire du cartilage. Donc on sait tous que l'on est à l'aube d'une science nouvelle, mais qui est très biologique, très biologique. À travers tous mes entretiens que je vois de tout corps de métier, des chercheurs, des médecins, des praticiens de santé, ils me disent souvent qu'on a plus de malades maintenant qu'avant. Vous pensez qu'on avait autant de malades avant et maintenant on n'en parle plus? Je pense que nous sommes, alors moi, la médecine est un tout, hein, on parle beaucoup de santé globale, nous sommes très tout malades, même ceux qui s'ignorent, sont dans un environnement qui est beaucoup plus difficile à vivre au point de vue, je dirais, résistance au choc que jamais. On est dans une accélération des nouvelles, de l'information, vous êtes tous branchés, connectés, vous êtes dans un milieu où on n'a jamais tant parlé de communication, où les gens se parlent si peu. Hein, on est arrivé au point de vue urbanisation à avoir des drames, d'avoir cette goetheisation de certaines populations. On est arrivé à avoir jamais tant de précarité, de pauvreté dans ce pays. Donc je suis excessivement sceptique et inquiet sur le monde actuel, qui amène automatiquement des pathologies nouvelles. Hein, car il y a des pathologies liées au stress, liées à la pauvreté. Aux ondes peut-être aussi? Aux ondes aussi? Vous y croyez?
Oui, je pense que ne fût-ce que le bruit, par exemple, oui, est un facteur excessivement aggravant. Le plus grand luxe maintenant, c'est le silence. Vraiment, c'est un luxe extraordinaire pouvoir dormir la fenêtre ouverte sans bruit. Non, mais c'est ce qu'avaient nos anciens. Hein. Oui. On ne vit pas comme eux, ça c'est sûr qu'il y a un gros changement de vie. Hein, non, il y a un gros changement de vie. Et vous savez, on n'est pas. L'homme reste ce qu'il est, hein, avec ses qualités et ses défauts. Et je pense qu'on est allé là, peut-être un peu trop vite, et en oubliant un peu justement ce côté humain, de responsabilité collective, d'une certaine forme de fraternité, j'aime pas le terme solidarité, mais évidente, qui était nécessaire dans nos villages et nos petites villes qu'on a perdues. Donc il faut se réadapter à ce monde nouveau, qui personnellement, moi, à mon âge, me rend parfois un petit peu inquiet. Justement, est-ce que vous aviez un message à communiquer à nos internautes qui nous regardent aujourd'hui? Écoutez, le message d'abord, plus j'avance en âge, moins je tiens la vérité. Ça, c'est la première chose qu'il y a, parce qu'on est remis en question de façon permanente. Deuxièmement, je pense qu'il faut retrouver, ce qui pour moi est fondamental, c'est des vraies valeurs qui sont celles de l'humanisme. L'humanisme, ça demande de dialoguer, de parler, de s'ouvrir aux autres, et qu'en s'ouvrant aux autres, en travaillant avec les autres, en s'occupant des gens qui sont plus en difficulté, ça vous redonne également un optimisme de la vie. Je crois que le pire des choses aujourd'hui, c'est se renfermer sur soi-même, c'est l'égoïsme. C'est la pire des choses. Donc restons un peu ouverts. Rester ouvert aux autres. Et puis ouvert et sensible aux autres, sensible aux détresses des autres. Et puis s'efforcer, quand on a la possibilité de le faire, d'agir sur le terrain, justement pour aller contre cette tendance. Ce que nous faisons par exemple à Lyon avec l'Habitat Humanisme, qui est une œuvre fantastique. On remet des logements intergénérationnels. Avec des différences sociales importantes, ce que fait le maire de Lyon en ramenant des logements sociaux dans le centre-ville. C'est indispensable de repenser la ville et de repenser nos relations, et pas, je m'excuse de le dire, pas toujours le voir à travers votre écran de votre mobile. Là, il y a autre chose. Là, vous parlez à titre personnel, on va dire. Qu'est-ce que Biomérieux dirait à nos internautes sur la santé, hein? Alors, sur la santé, alors eux, la nouvelle génération sont très connectés, à la différence de moi. Elle dira que la médecine préventive est fondamentale. Et la médecine préventive, ça demande, bon, d'abord des actes comme le diagnostic pour savoir dans quel environnement nous sommes, qui se porte aussi bien à l'homme qu'à l'aliment, qui est une cause importante, parce qu'on n'a pas parlé également de l'alimentation qui devient multiple et de sources excessivement diverses. Donc on a un problème alimentaire, on a un problème environnemental sur la pollution, sur le bruit, qui sont très importants. Et puis on a des actes médicaux comme le diagnostic, la vaccination, qui sont également indispensables. Mais on a un problème d'équilibre de vie à retrouver une certaine sagesse qui s'est un peu perdue. Et cette sagesse, elle est nécessaire. Et j'ai un conseil à donner aux nouvelles générations, c'est de retrouver la sagesse. Je regrette le départ du latin et du grec. On a beaucoup appris. Le connais-toi toi-même des philosophes grecs et le quo vadis, où vas-tu latin, vous répondez à toutes vos questions. Il faut se replonger sur ce que l'on est, ce qu'on veut être et dans quel environnement on évolue. C'est philosophique un peu. Oui, Alain, merci pour cet entretien. Merci.